Bonjour et bienvenue dans mon podcast CM au sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités, on échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute! Salut Claire! Salut Juliane! Tu peux dire Julien? Julien. Alors, vas-y, on recommence. Non, trop pas, parce que Juliane, c'est cool, tu vois. Enfin, Juliane, alors il y a des gens qui m'appellent Juliane, c'est possible, donc Juliane. Juliane, ouais, ça me va. Allez, c'est parti, Jules. Ouais, Jules, c'est à la mode en plus, donc ça me va. Salut Jules. Je suis hyper content de te recevoir dans mon podcast CM au sommet, parce que tu as une très longue expérience dans le milieu du CM, freelance. Donc, est-ce que tu peux décrire ton parcours à celles et ceux qui nous écoutent? Ouais, merci déjà de m'avoir invitée. Et oui, effectivement, ça fait un petit bout de temps que je fais ce travail. Ça fait déjà 11 ans que je me suis mise dans le CM. Et du coup, j'ai pas du tout une formation là-dedans parce que clairement à l'époque ça n'existe pas. On a du mal à imaginer que quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, Instagram, c'était pas encore vraiment le réseau sur lequel les entreprises se lançaient puisque c'était un réseau naissant. Et du coup, moi j'ai pas du tout de formation là-dedans. Je me suis mise à travailler en fait dans une agence de voyage pour qui je faisais un peu de commercialisation notamment. Et en fait, en 2009-2010, on a commencé à se mettre sur Facebook pour essayer de choper des clients. Et puis après, je me suis fait licencier parce que c'était une agence qui bossait sur l'Égypte et la Jordanie. Donc le printemps arabe a mis fin à ce premier emploi et je me suis dit de toute façon, j'aurais jamais un travail aussi cool que celui-là parce que je partais énormément à l'étranger, c'était hyper intéressant. Donc je vais essayer de trouver autre chose et j'ai un peu choisi cette voie-là et je me suis vraiment formée toute seule, quoi. Donc pendant à peu près un an, à l'époque j'étais sur Bordeaux, j'avais créé un blog et parce que à ce moment-là il y en avait pas, c'était un blog tout pourri sur Overblog. J'avais créé mon Google+, mon Facebook, des trucs du néolithique, quoi. Et ça avait super bien marché sans faire trop d'efforts parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait très peu de concurrence et ça m'avait permis en fait très rapidement de trouver un premier emploi sur la côte basque et j'ai donc été embauchée par une start-up au poste de community manager et c'est vraiment là où j'ai appris on va dire le métier avec tout l'aspect publicitaire que j'avais pas vraiment testé avant. Et concrètement, en fait, la mise en place de toutes les actions sur Twitter, sur Facebook, après sur Instagram, sur Pinterest, tous les réseaux qui étaient utilisés à l'époque. Et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. En premier emploi en 2012, il y a 10 ans. Ouais, c'est tu vois, c'est impressionnant parce que tu pars de l'époque des dinosaures. Sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu sais que j'ai retrouvé un bouquin que j'avais acheté à l'époque sur le community management, donc qui doit dater, c'est ça, de 2010-2011. Et dans les réseaux émergents, il y a Facebook. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ils te disent en fait dans le bouquin, alors Facebook, c'est les réseaux qui a priori devraient un peu révolutionner le monde du web avec les premières tendances et tout. Et là, tu te dis ah ouais, quand même. Tu sais que tu vas pouvoir le vendre aux enchères. Oui, je le garde celui-là. Il va valoir cher bientôt. Ouais. Ok, excellent. Ouais. Et c'est comme ça. Alors, et ensuite, à la suite de ton emploi salariat où tu as appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je me suis refait licencier. Deuxième licenciement économique après 2 CDI, donc en l'espace de 4 ans.
Et là, je me suis dit, bon, bah, finalement, la sécurité de l'emploi en CDI, c'est peut-être pas vraiment mon truc. Hein. Enfin, en tout cas, avec moi, ça marche pas bien. Ouais. Donc, et puis là, j'étais sur la côte basque. Et c'est vrai que sur la côte basque, c'est quand même plus difficile de trouver un boulot dans une grande ville, quoi, que sur Bordeaux ou Paris ou ailleurs. Ouais. Et une fois que tu arrives ici, tu pars plus. Donc, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je me débrouille autrement. Et je me suis mise à mon compte. J'ai essayé. J'ai eu la chance, du coup, comme c'était un licenciement économique, de pouvoir profiter de l'accompagnement qu'on a avec le Pôle emploi sur cette période-là. Et en fait, ça a marché assez rapidement. J'ai trouvé mes premiers clients très vite. Et puis finalement, bah, c'est l'emploi le plus long et le plus stable que j'ai, c'est ce statut d'indépendant. Hein. Donc voilà, Ouais, comme excellent. quoi. Ouais, Voilà, comme quoi, il faut pas forcément croire ce qui se dit, et chacun se fait vraiment sa propre opinion et chacun a sa voix, quoi. Donc, faut pas rester ouais. bloqué sur des craintes qu'on peut avoir, quoi. C'est vrai que moi, j'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme, mais vraiment pas. Ça me faisait plutôt peur, le fait de me mettre à mon compte, et je me suis vraiment mise par la force des choses, et je regrette absolument pas, quoi. Voilà. Quand tu t'es lancé, c'est quoi qui a été le plus difficile, tu penses? Je pense que le plus difficile, ça a été de déjà savoir le côté tarifaire, à combien tu te vends. Qu'est-ce que tu vends, à combien tu le vends, à qui tu le vends. C'est vraiment de se poser la question, ok, est-ce que j'essaie de trouver plus ou moins tout et n'importe quoi pour me rassurer, comment je vais trouver mes clients et quel est mon prix de vente, quoi. Et c'est vrai qu'au début, quand on se lance, c'est hyper délicat. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment tâtonné. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à bosser au début avec une agence qui m'avait refilé quelques-uns de ses clients parce que leur community manager venait de partir. Donc c'était un peu du dépannage, mais ça m'a permis de me faire une idée des prix, c'est-à-dire que eux, voilà, m'ont proposé des tarifs. Après, avec le recul, c'était probablement pas assez bien payé, mais en tout cas, voilà, j'avais une idée à peu près de ce qu'on me proposait. Ça m'a permis de voir que je travaillais bien et que c'était aussi validé par cette agence-là et qu'ils étaient contents de mon travail. Ça m'a permis de me faire des clients hyper intéressants et dans le secteur du tourisme qui était de base mon secteur de prédilection puisque j'avais fait mes études là-dedans et mon premier emploi là-dedans. Donc c'est vrai que ouais, c'est plus les prix qui étaient pas faciles en fait, où tu te rends compte que bah c'est un métier qui est hyper chronophage et que si t'as un prix de base qui est pas très élevé, au bout d'un moment, bah, en fait tu vas passer des journées à bosser et puis à la fin du mois tu vas dire ok bah j'ai que ça quoi. Et si tu t'es planté dès le début, tu vas pas pouvoir voir ton client et lui dire bon bah en fait je me rends compte que je me suis trompée et donc bah, je vais vous rajouter faire x2 par rapport au prix parce que là on va dire bah non je vais aller voir ailleurs. Ouais. Donc il vaut mieux vraiment bien creuser ce sujet par rapport à l'expertise qu'on a, au temps que ça va nous prendre et puis surtout à l'argent à ce dont on a besoin pour vivre. Mm. Et puis par rapport au prix du marché, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, tu as des plateformes un peu comme Malte, etc., qui permettent de voir ce que font les autres. Mais là, je dis juste attention, parce que sur Malte, les prix sont tellement cassés qu'il Mm. ne faut pas non plus se baser là-dessus, quoi. C'est pas la réalité du marché, quoi. Ces plateformes de mise en relation. Et ouais, en plus, Malte, le prix qui est affiché, eux, ils prennent une commission, forcément, puisqu'ils Ouais. s'occupent du service de mise en relation. Mm-hmm. Donc, dans le prix affiché, il y a la commission qui part, il y a les cotisations, donc c'est vrai que c'est... Ouais, Ouais, c'est pas la réalité. Ouais. c'est pas la réalité, exact. Et du coup, tout le monde pense que c'est ça la réalité, du coup. Et oui, et oui. Et du coup, moi, je n'ai jamais... je suis sur Malte, hein. Je m'y étais mise il y a peut-être, je sais pas, 3-4 ans. Mm. J'ai jamais eu une seule mission. Si j'en ai eu une qui a fonctionné. Mais sinon, vraiment, pour moi, ça a été... ça a jamais fonctionné. Ça a toujours été des flops. Ouais. Moi, j'ai eu que des entreprises en panique sur Malte. Mais c'est ça, hein, c'est... Ouais. Tu sais, les gens sont en panique, ils font on a besoin de quelqu'un, vite, vite, vite. Ouais. Et tu le ressens en fait. Tu te dis bon, Oui, oui. Bah non. d'accord. Ouais, c'est pas super quali, ouais. Ouais, c'est clair. Ok, c'est super. En fait, t'es en train de dire que t'as appris
à bien travailler dans le freelance avec ta première expérience en agence. Et c'est là, même si tu n'étais peut-être pas payé à la hauteur de ce que tu apportais, tu as vraiment tout appris sur le terrain et tu as pris conscience aussi que tu avais de la valeur à apporter. C'est ça. Comment tu as pris conscience de ça, tu vois? Parce que souvent, je trouve que les CM freelance aujourd'hui, ils se sous-estiment, ils se Ouais, dévalorisent. ouais. Comment tu as pris conscience que tu avais cette valeur toute seule, tu vois? Bah, ça a pris un peu de temps, hein, ça se fait pas tout seul évidemment, parce que quand on commence, bah, c'est normal, hein, on n'a pas confiance, on essaie des choses, pour lesquelles on n'est pas forcément formé, surtout quand on est freelance, on n'a pas forcément quelqu'un qui nous explique, qui nous aide. Moi, j'aurais adoré avoir un mentor, quelqu'un qui me dise, bah tiens, là, faut que tu fasses ça, faut que tu ailles là. Puis en fait, bon, bah, ça n'existe pas vraiment. Donc j'ai vraiment tout testé toute seule. Et en fait, le jour où je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je peux augmenter mes prix, je peux avoir confiance, je peux faire de la formation, je peux faire ce genre de choses-là. C'est le bouche à oreille en fait. C'est à partir du moment où les gens te contactent parce que tu as travaillé avec un tel qui est super content et que finalement bah, tu n'as plus tellement besoin de chercher de clients parce que c'est les clients qui viennent à toi. Là, tu te dis, bon, bah voilà, c'est bon, Je je m'en sors maîtrise. plutôt bien. Ouais, 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 ouais. OK, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, tout seul, c'est fort quand même de comprendre sa propre valeur. C'est extrêmement complexe parce qu'il faut avoir du Mm, recul sur soi-même et ça, exactement, c'est très dur à faire, quand tu es tout exactement. seul, ouais. Et puis c'est vrai que les réseaux sociaux, en plus, aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. Donc, on peut très bien avoir un client qui arrive au début en disant voilà, là j'ai une communauté, on a 2000 abonnés sur Instagram, j'en veux 10 000 à la fin de l'année, mais j'ai pas de budget. Bon, bah, t'arrives, t'es tout jeune, peut-être que tu vas dire bon, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Évidemment que tu vas pas y arriver, c'est en budget, avec un petit truc, c'est mort quoi. Ouais, ouais. Donc, si t'as pas le recul aussi, pour dire aux clients, alors là, enfin moi maintenant, je sais ça, hein, je vous dis tout de suite, hein, ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas sur ce genre d'objectif qu'on va pouvoir marcher. C'est un travail qui est long, qui demande des investissements, etc. Au bout d'un moment, si la personne me dit, bah non, moi j'ai pas le budget. Et je veux ce type de résultat, bah, je préfère dire oui, bah, on bosse pas ensemble, plutôt que d'accepter en fait de me prendre des réflexions et d'être dans le stress et de ne pas arriver en fait. Voilà, avec le recul, on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et encore, on n'est jamais sûr. Après, si le client ne le comprend pas, moi, je préfère pas y aller, quoi. Ouais. Ouais, c'est super ce que tu dis, au début, c'est vrai qu'on a peur on se dit: «OK, il faut que je prenne cette mission, sinon personne ne me prendra jamais». Oui, Heu et puis on a tous pris des clients, moi je pense au début, hein, qu'on a galéré, on a stressé, tout ça et c'est vrai que c'est bien avec un peu d'expérience, se dire: «En fait, il vaut mieux évaluer l'énergie que tu as dépensée», parce que tu es tout seul. Tu te dis: «Si c'est trop d'énergie, que le client il a pas l'air très correct déjà dès le début et qu'en plus il débutait sur une idée fixe qui changera jamais de son idée fixe, il vaut mieux se préserver mentalement et se mettre de l'énergie oui, pour aller vers d'autres clients qui sont peut-être plus sérieux et plus qui sont plus à l'écoute en tout cas des préconisations de départ, quoi. ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il faut bien le sentir. De toute façon, enfin, après, ça se fait aussi pas mal à l'instinct, hein. C'est-à-dire que quand tu as un premier rendez-vous avec le client, tu vois tout de suite si il y a de la compréhension ou si la personne te fait confiance ou pas. Et si c'est quelqu'un qui vient avec un brief super sévère, qui a pas de connaissance des réseaux sociaux, qui va te parler de référencement, alors que toi, tu es social media manager et qui va te dire que tu dois aller faire des photos et que tu vas devoir, je sais pas, faire des trucs qui n'ont aucun rapport, parce que ça arrive aussi souvent. Moi, je recadre généralement très vite en disant attention, hein, moi je fais pas du SEO, je fais pas du SEA, je fais que des réseaux sociaux. Chacun son métier. Si vous voulez faire ça, je peux vous mettre en relation avec des gens qui font ça. Si vous voulez tel objectif, il faudra prévoir telle action, tel budget, etc. Si on se met pas d'accord et si la personne est très fermée tout de suite et qu'elle me fait pas confiance,
ça s'arrête là, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est vrai que tu vois tous les CM, ceux qui sont sur les groupes Facebook, qui posent des questions sur les Discord et tout, qui disent mon client il veut ça, mais moi je sais pas comment faire. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Et franchement, c'est très rare en plus que la personne insiste. Moi, ça m'est arrivé très très rarement, et quand c'est arrivé, tout le monde était content que ça se termine, enfin que ça ne commence pas surtout, parce qu'au final on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais généralement, quand t'arrives, que t'es sûr de toi, que t'expliques à la personne en fait pourquoi tu vas pas faire ça, et pourquoi tu dois utiliser tel levier, et pourquoi il te faut du budget, parce que les algorithmes, parce que les influenceurs, parce que ceci, cela, la personne va se dire ah ouais, il ou elle connaît son sujet, je vais réfléchir à mon truc, et on va bosser avec lui ou elle, parce que il sait ce qu'il faut faire, et que on lui fait confiance, quoi. Donc, pour moi, c'est plus un argument de vente en fait, de dire à ton client ou à ton futur client, vous vous êtes trompé, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Je fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités, et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce que les prospects ils te demandent en général, et comment tu reformules leurs besoins en termes d'un résultat, d'objectif à atteindre, tu vois? Ouais, j'ai l'impression que ça évolue quand même pas mal. Alors après, moi, je travaille pas, j'ai pas beaucoup de petits, on va dire, de petites entreprises, j'ai pas d'ailleurs, enfin si, j'en ai une entreprise qui est un commerce et e-commerce. Mais sinon, c'est plus on va dire des boîtes un peu plus grosses, ou alors dans du B2B. Donc j'ai pas vraiment on va dire, d'exemples classiques qui pourrait peut-être parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça évolue un peu dans les demandes, parce que les gens quand même commencent à comprendre un peu comment ça marche, les réseaux sociaux. J'entends plus trop justement de personnes qui me disent je veux tant d'abonnés à la fin de l'année. On est plus maintenant sur une question de notoriété et de visibilité et d'impression, alors avec des objectifs de vente bien sûr derrière. Mais j'ai plus de personnes vraiment qui me contactent en voyant vraiment Instagram ou Facebook ou les autres réseaux comme des sites e-commerce, qui étaient quand même souvent le cas avant, quoi. Les gens me contactaient en me disant ok, on veut que ce soit, on veut que ça génère des ventes, on veut que ça génère du chiffre d'affaires tout de suite. Maintenant c'est plus trop le cas. Enfin, bien sûr qu'il y a un objectif de vente, hein, mais je pense que les gens ont une vision un peu plus réaliste du fonctionnement, c'est-à-dire que ça se fait pas tout de suite, c'est un travail de longue haleine, et c'est un cercle vertueux à mettre en place entre le site, les réseaux sociaux, la newsletter, le commerce physique s'il y en a, et tous les leviers en fait. C'est pas juste un levier tout seul, quoi. Donc ça, je pense que ça évolue. Mais effectivement, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment plus dans une question de visibilité, de notoriété, de montrer plus en fait le côté vision de l'entreprise, les valeurs, l'engagement. C'est vraiment plus tout ça, et je trouve ça hyper intéressant. Je préfère 1000 fois en fait travailler sur ces sujets-là que d'être sur du télé-shopping, enfin de l'Instagram shopping, quoi. Là maintenant, on est plus dans quelque chose qui a du sens, et c'est chouette. Je trouve ça super que ça parte plus dans ces communications-là, quoi. Ouais. Écoute, ouais, c'est comme tu le dis, il y a une évolution dans les demandes, donc ça c'est intéressant. Il y a toujours des entreprises qui sont en mode je veux plus d'abonnés que mon concurrent, mais ça c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Ouais. Et si ça arrive, tu as donné une très très bonne solution en expliquant tout à l'heure qu'il faut recadrer direct et préconiser, et si le client il est compréhensif, tu le sens qu'il est à l'écoute, là vous pouvez peut-être travailler ensemble. Ouais. Et ça, c'est bon, c'est une bonne leçon, je trouve. Là, en tout cas, on a les éléments de compréhension. C'est pour les CM qui démarrent, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur de dire
stop, Ouais. je vous arrête tout de suite, quoi. Oui. Alors, Vaut mieux le dire tout de suite que ouais, de partir dans un ouais, truc ouais, exactement, comme tu qui le va dis. pas bien se terminer. Mm. Alors, du coup, qu'est-ce que ton offre contient, tu vois? Comment tu l'as construit? Oui. Alors, bah, moi déjà, j'ai fait ce choix qui est pas celui de tout le monde, hein, de faire vraiment que du social media. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, et c'est pas tellement évident, c'est qu'il y en a plein qui font des réseaux sociaux, mais qui vont faire du référencement naturel, qui vont faire du référencement payant, qui vont faire un peu de site web, qui vont faire voilà, et qui ont ce truc aussi de se dire ok, bah je vais un peu toucher à tout parce que ça va m'ouvrir plus de portes, ça va me permettre de travailler plus. Et moi, je pense vraiment l'inverse, totalement l'inverse, depuis le début. Et c'est vraiment un pari que j'ai fait. Et même si on m'a dit de pas faire ça, c'est d'être ultra spécialisée. C'est-à-dire que je suis spécialisée sur les réseaux sociaux, je fais vraiment que ça. Et en plus, je suis spécialisée dans un secteur, c'est que je travaille essentiellement dans le secteur du tourisme. Ce qui m'empêche pas d'avoir des clients dans d'autres secteurs. Mais en tout cas, en termes de communication, je vais travailler vraiment que sur cet aspect-là. C'est ce que je mets en avant. Après, parfois, on me contacte pour d'autres choses. Et j'accepte ou pas en fonction de si ça m'intéresse ou pas. Mais voilà. Et c'est vrai que quand je me suis mise à mon compte, je suis allée à la CCI. J'étais vraiment dans le doute de qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois être couteau suisse ou est-ce que je dois être experte? Et à la CCI, on m'avait dit non, non, il vaut mieux que tu fasses tout. Et je ne l'ai pas senti en fait parce que je me suis juste dit ça va me demander tellement d'efforts. C'est vraiment de la fainéantise, hein. Je me suis dit, il va falloir que j'apprenne à monter un site web, je sais pas faire, ou je sais faire vraiment mais des trucs très basiques. Il va falloir que j'apprenne à faire du référencement, il va falloir que je sois un peu bonne en tout, quoi, mais ça va pas être possible, quoi. Et au final, puis même au niveau des secteurs, quoi, ça veut dire que dès que tu as un client dans un secteur différent, il faut que tu t'intéresses à ce secteur, que tu apprennes comment il fonctionne, qui sont les acteurs, qui sont les clients cibles, etc. Donc c'est se rajouter, en fait, je trouve, hein, vraiment du travail. Et je me suis dit, non, non, trop la flemme. Moi, je reste dans mon truc. Moi, je fais des réseaux sociaux. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Je reste là-dedans. Le secteur du tourisme, j'ai fait mes études dedans. Et en plus, ma première expérience pro, c'est ça. Allez, on va pas se compliquer la vie. On reste dedans. Et du coup, mon offre, c'est une offre vraiment social media. Donc, elle a évolué dans le temps, hein. C'est-à-dire qu'au début, je faisais purement du community management. Tout simplement la gestion donc, des réseaux sociaux, la modération. Et puis après, j'ai un peu élargi mon offre, c'est-à-dire que j'ai commencé à vendre pas mal de stratégies, ce que je vendais pas au début parce que, bah, en fait, au début, ça se vendait pas. Enfin, ça faisait partie de l'offre. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. En fait, on arrivait en se disant, ok, bah telle marque, c'est tel sujet, donc on va parler de ça, 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 mais euh, vraiment, personne peut prendre. Enfin, si, il y avait une petite strate, quoi, mais moi, je me suis retrouvée, en fait, par rapport aux agences. Enfin, j'étais un peu en concurrence avec les agences, et je me suis rendu compte que les agences, en fait, faisaient pas payer la strate. C'était un petit doc de 3 pages qui était rédigé en amont, quoi, en disant on va parler de ça, 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 ça. Donc, c'est pas un truc que je pouvais vendre au début. Et puis, à un moment, je me suis dit, c'est quand même. Enfin, ça demande du travail, quoi, vraiment. Et j'ai essayé de le facturer, j'ai pas toujours réussi, et puis au bout d'un moment, c'est passé. Et en fait, depuis, je vais pas dire que je le vends à chaque fois, parce que ça dépend des prestats. Si c'est sur du long terme, je peux l'intégrer. Mais ça m'arrive de vendre vraiment que de la strat et pas de gérer le community management derrière. Pour des entreprises qui ont peut-être des community managers en interne, mais qui n'ont pas la capacité de faire une strat. Ça arrive, voilà, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc CM, stratégie social media. Je fais bien sûr de la publicité, même si c'est pas mon cœur de métier parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, mais j'en fais. Et puis après, là où ça a beaucoup évolué sur ces dernières années, c'est sur le côté stratégie de contenu et production de contenu pour les réseaux sociaux, parce que
c'est un problème que j'ai eu beaucoup pendant longtemps, c'est-à-dire tu vends du community management et puis là, tu te retrouves à gérer un compte où au final, bah, t'as pas de contenu. Je pense qu'on a tous connu ça. Tu demandes des photos, tu demandes, bah, je sais pas, des choses à raconter, puis on va te dire, ah bah non, j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Et bah, si c'est un client qui est pas sur place, bah, ça veut dire qu'il faut que tu te déplaces pour le faire. Même si c'est sur place, bah, moi, je suis pas photographe, je suis pas vidéaste, hein, c'est pas mon métier. Donc, je peux faire des petits trucs, hein, mais voilà, ce sera pas. Si c'est quelqu'un qui a des attentes hyper quali, je n'aurai pas la capacité de faire un super travail photographique, quoi. Et puis même, il y a des histoires à raconter, ça veut dire que ça passe peut-être par des interviews, ça passe peut-être par des vidéos interviews ou bah maintenant il y a les reels, il y a tous ces formats-là, quoi. Donc ça demande énormément de temps. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, maintenant, les nouveaux clients que j'ai, je ne travaille pas pour eux s'ils ne me valident pas une stratégie de contenu et un budget de production de contenu. Donc ça fait quelques années que je me suis mis ça en tête, parce que sinon ça marche pas. Sinon c'est l'échec assuré, quoi, pour tout le monde, hein, pour le client comme pour moi. Donc voilà, donc ça c'est le truc maintenant, je l'intègre systématiquement. Si on me dit bah non, on n'a pas de budget, je dis bah tant pis, ce sera pas moi qui le ferai. Ouais. Donc voilà, donc encore une fois, hein, c'est un truc, c'est pas compliqué à comprendre, hein, le client, si on lui explique bah t'as pas de budget, tu peux pas faire des photos, tu peux pas avoir un graphiste qui va te faire, ou t'as pas le temps de le faire, donc il faut que tu prennes quelqu'un pour le faire, mais il va pas le faire gratuitement. Si tu veux un truc bien, bah faut payer, quoi. Sinon ça marchera pas. Donc Ouais, voilà, ça c'est ouais. ouais, c'est super. Tout ce que tu as dit là, c'est super. Alors moi, j'ai relevé, enfin, je fais un petit résumé, mais donc tu travailles, enfin, tu as compris au fil des années que la strat, c'était vraiment essentiel pour pouvoir Oui. donner une direction, parce que tu peux pas intégrer ça direct au CM, c'est pas possible. Si tu fais du CM, tu pars direct en faisant des posts, et tu te dis, ah mais en fait, je parle à qui déjà ou des trucs comme ça, enfin des trucs tout Ouais. cons, mais tu te dis, mais en fait, il faut que je réfléchisse un peu à ça, et puis en fait, tu dois y réfléchir en même temps que tu fais du CM, et c'est impossible. Oui. Donc, tu as compris que c'était un temps séparé, et qu'au début, comme les agences le proposaient en mode à l'arrache, tu t'es dit, mince, bah en fait, je peux pas le faire et tout, mais en fait, tu as remarqué qu'il fallait le faire, donc ça, c'est un très bon point déjà. Et puis aussi, tu as dit que dès le début, quand tu t'es lancé en freelance, t'as pas écouté les conseils de la CCI. Ouais. Je regrette pas, hein. Ouais, bah tu sais quoi, c'est super, parce que des fois, bah en fait, le problème avec la CCI, c'est que ils accompagnent des commerçants qui n'ont Ouais. pas du tout les mêmes problématiques que les freelances, que le CM freelance en plus. Ouais, tout à Et fait. les community managers freelance, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils font exactement. Donc ils t'ont dû donner les conseils qu'ils donnaient aux commerçants, à mon avis. Genre, il faut une stratégie 360, il faut avoir un bon site web, des réseaux sociaux, une newsletter, etc. C'est ça. Et toi, ça ne te correspondait pas du tout au moment où tu t'es lancé. Et Ouais. je pense que tu as eu... Enfin, moi aussi, je pense que tu as eu grave raison de dire non, c'est pas adapté à moi. C'est pas moi, ça me demande trop de taf, ça m'éloigne de mon objectif. Ouais, c'est Et sûr. tu t'es lancé en expert. Donc ça, c'est super intéressant, hein. C'est aussi une bonne leçon. Se dire, ok, est-ce que j'écoute tous les avis des pros, tu vois, Non, ils sont aussi. pas tous bons à prendre. Ah, ils sont pas tous bons à apprendre. Il faut Ouais. aussi s'écouter soi-même et écouter son intuition, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est top. Voilà. Et au niveau de ton offre, un troisième point qui est super chouette, c'est quand tu as dit, voilà, maintenant, quand j'accompagne mes clients en stratégie, et ben je mets aussi en place un budget de production, parce qu'une stratégie qui s'applique pas, qui n'est pas appliquée, ou qui met 3 mois à être appliquée, c'est déjà terminé, c'est trop tard, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vrai que ce budget de production est vachement intéressant, et tu l'as dit, je suis pas vidéaste, je suis pas photographe. Du coup, dans le budget de production, tu comprends, toi, ton intervention de CM en écriture des posts, programmation des posts, diffusion, réponse aux commentaires, suivi de la strat, c'est-à-dire les reporting à la fin du mois ou au début de mois. Et en parallèle, dans le budget de production, il y a aussi tout. Tu comprends aussi la création de contenu, c'est-à-dire un graphiste, un vidéaste, un photographe, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, sur un client, moi, j'ai le cas concret depuis 4-5 ans. Un client dans le monde, alors c'est pas du tout pour le coup dans le monde du tourisme. C'est pour ça que je dis ce que je disais, hein, c'est que je suis spécialisée dans le tourisme, mais parfois on me contacte par bouche à oreille sur des sujets qui n'ont aucun rapport. Soit ça me parle, soit ça me parle pas. Et je trouve ça cool aussi d'essayer d'autres choses parfois. Et là, donc, c'est un client en B2B qui est sur le packaging des vins et spiritueux haut de gamme. Donc c'est très très spécifique, hein, et le challenge était assez dingue, mais après c'est hyper intéressant parce qu'en l'occurrence il y a un budget qui est assez chouette et que ça permet de faire plein de choses. Et donc c'est un client que j'ai depuis 4-5 ans et pour qui tous les ans en début d'année je propose donc un budget annuel avec des actions. Et dans ce budget annuel, donc il y a la partie social media, il y a la partie influence qui va rentrer dedans. Il va y avoir la partie production de contenu aussi. Et donc ça va être par exemple, on va tourner 2 films, on va aller voir, je sais pas, des designers par exemple. Là c'est celui qu'on a fait cet été, qui est en train d'être monté en ce moment. Et c'est un film sur le travail du designer avec un viticulteur, donc sur la production, comment ils ont choisi de faire tel design, etc. sur ces bouteilles-là. Et après, je vais faire peut-être 2 ou 3 shootings dans l'année avec les produits pour avoir des belles photos à publier sur le compte Instagram. Et voilà, et c'est des choses que moi, je pourrais pas faire parce que là, en l'occurrence, on est sur un produit qui est un produit haut de gamme, qui est un produit premium. Donc, il faut un contenu qui soit vraiment de super qualité. Et ça peut être que un très bon, enfin, un bon photographe, un bon vidéaste, quelqu'un dont c'est le métier et qui a cette expertise-là vraiment sur soit du packshot, sur du produit spécifique et sur de la vidéo. Qui puisse faire tout ce travail-là, quoi. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et puis, cette personne-là, il faut qu'elle soit briefée et bien briefée. C'est-à-dire que même si c'est pas moi qui produis le contenu, c'est moi qui vais lui dire, OK, là, pour ce client-là, il y a besoin de ça, ça, ça. L'histoire, il faut qu'elle raconte ça. Il faut que ça se voit, qu'on comprenne tout de suite dans la vidéo. Il faut que ce soit telle atmosphère, telle ambiance, que tel message passe. Et puis voilà, moi je suis là, hein, sur le tournage, je suis là, je vais accompagner la personne qui a interviewé pour être sûr que le discours soit celui que je veux au final. Donc, tout ça, ça a un coût, ça va pas se faire tout seul. Ça a un vrai coût et c'est quelque chose qui s'anticipe aussi, quoi. C'est super intéressant. En fait, dans ce budget-là, tu mets aussi les déplacements, tu mets tout, quoi. Ouais, exactement. Les Tout à fait. déplacements, tu calcules Ouais. ça. Au départ, quand tu as fait ça pour la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit, genre, comment je fais pour calculer tout ça, quoi? Et ben en fait, je me suis rapprochée des producteurs de contenu, donc en fait des vidéastes, caméramans, etc., avec qui je peux travailler. Et je me suis appuyée déjà sur eux, leurs prestats, le budget dont ils avaient besoin. Et puis après, en fait, je leur ai demandé conseil à eux parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec des agences ou avec d'autres indépendants. Et il suffit d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance pour lui demander, OK, bah, tu sais, est-ce que tu as une idée en termes parce que j'avais aucune idée, moi. Et puis aujourd'hui Mm. encore, hein, il y a des trucs où c'est pas très clair pour moi. Donc, Ouais. je demande toujours conseil, quoi. Et quitte à demander plusieurs conseils à droite à gauche pour se faire sa propre opinion. Mais voilà, moi je suis pas la personne qui produit le contenu, mais malgré tout, j'ai une grosse valeur ajoutée parce que si je suis pas là pour que ça colle à la ligne éditoriale, et puis c'est pour avoir l'idée en fait, tout simplement, de ce qu'il Ouais. faut faire, quoi. C'est pas rien. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais tendance à sous-évaluer en fait mon travail à moi parce que je me disais, bah finalement, c'est le photographe qui va faire les photos, c'est lui qui va monter les vidéos derrière quand ce sera un film. Moi, je fais juste le relais, mais non, 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 on fait pas juste le relais, quoi. On crée l'histoire, on a déjà l'idée de l'histoire, quoi. Puis on a déjà l'idée de proposer, quoi. C'est tout simplement de Ouais. faire cette chose-là. Donc après, c'est accepté ou pas, mais si c'est accepté, c'est que c'est a priori une bonne idée. Et puis voilà. Donc ça, rien que l'idée, en fait, elle a un coût. C'est ce qu'il faut garder en tête, hein. Juste une idée, ça vaut quelque chose. Et parfois, ça vaut plus cher que le résultat, quoi. Donc ça, faut savoir le valoriser.
Ouais, c'est super intéressant. Bah, justement, comment tu valorises ton travail, tu vois? Quand tu es en prestation client, comment tu le valorises? Mais aussi, comment tu le valorises quand tu rencontres tes prospects? Ouais, bah, après ça va se faire beaucoup en fait par, l'expérience, c'est-à-dire que, expliquer des cas concrets. Donc c'est vrai que, heu, parfois, je crois qu'au début, hein, vraiment, et je pense qu'on l'a tous fait, mais c'est là où c'est une période qui est très délicate, c'est que tu te dis: «OK, bon, bah, ça, je vais le prendre, je suis peut-être sous-payé, mais en même temps, ça va me faire une belle expérience» et c'est vrai, hein, on va pas se mentir, hein, moi je l'ai fait au début, il y a des trucs que j'ai fait, alors j'ai jamais travaillé gratuitement, mais il y a des trucs que j'ai acceptés, vraiment pour pas cher, mais en me disant: «OK, c'est une belle marque, la chose qu'ils me proposent, est intéressante parce que, bah, elle est assez complète». Par exemple, là, je sais que je vais devoir produire, ce type de contenu ou alors je vais devoir mettre en place une campagne, hem, ou alors c'est une super belle référence. Par exemple, l'exemple que je donne, c'est, j'ai travaillé longtemps avec des agences, et clairement, j'ai été sous-payée, tu vois? Aujourd'hui, quand je vois avec le recul et je travaille plus avec d'agences. C'est très, très rare que je travaille avec des agences, parce que je me suis trop fait avoir, quoi et je trouve que, aujourd'hui de toute façon, aujourd'hui, les agences, elles veulent plus bosser plus bosser avec moi parce que je donne mes tarifs et en général, elles savent très bien qu'elles trouveront moins cher. Et celles qui travaillent avec moi, bah, c'est parce qu'elles me connaissent et qu'elles ont besoin vraiment de mon expertise. Donc en général, ce sera plutôt dans le tourisme. Mais globalement, c'est vrai qu'au début, j'ai accepté des trucs, parce que la référence était super cool, et que ça me permettait derrière de pouvoir dire à d'autres clients: «Bah, voilà, j'ai travaillé pour, bah, par exemple dans le voyage, j'ai travaillé pour telle destination, on a fait telle ou telle campagne, j'ai fait un voyage là-bas, avec un photographe, pour produire tant de contenu, pour les réseaux sociaux qui derrière ont généré, pas mal de vues. On a mis tel jeu concours en place qui avait super bien marché». C'est comme ça finalement que je le vends, en disant, bah, je l'ai fait pour d'autres, pour des marques qui m'ont fait confiance, des destinations qui sont connues, et puis en fait après ça se fait, assez facilement parce que si tu encore une fois, hein, si tu sûr de toi et que tu expliques bien les choses, en fait, il y a aucune raison que la personne que tu as en face de toi te croit pas et qu'elle ait pas envie de travailler avec toi, quoi. Tu arrives en disant: «Ouais, moi, je sais, il faut faire ça, c'est ça que j'ai déjà fait. Si vous faites ça, ça marchera pas. Il faut absolument prévoir un budget pour ça parce qu'avec les algorithmes, vous allez avoir une évolution de temps, parce que le pourcentage de personnes qui vont voir vos contenus, ça va être tant. Donc, il faut absolument mettre en place des campagnes d'influence. Il faut absolument mettre en place des jeux concours. Il faut absolument mettre en place des campagnes publicitaires. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Et puis évidemment de la production de contenu. Si tu arrives à l'expliquer, et en plus avec des cas concrets, bah, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ou alors il y a un problème de budget où la personne n'avait pas conscience, et ça arrive. Hein. La personne n'avait pas du tout conscience que c'était un vrai métier. Euh, et, euh, et puis du coup, bah, tu bosses pas avec, mais voilà. Ouais. T'auras perdu un peu de temps, mais c'est tout. Ouais, excellent, ouais. C'est super ce que tu dis. En fait, c'est vrai que la plupart des gens, des CM freelance, ils disent mais comment je vais facturer, hein. Je reprends la réponse d'avant aussi. Comment je vais facturer ça ben, en fait, les autres prestataires connaissent ça. Les vidéastes et les photographes, ils se déplacent, donc ils connaissent la valeur de ça, du déplacement. Toi, tu connais la valeur de tes idées. Donc là, tu sais aussi comment valoriser ton travail. Et en plus, tu as des exemples, quand tu as des exemples à montrer, bah ça renforce tout ça, et c'est Ouais. pour ça que tu disais un truc vachement bien, c'est même si t'es pas trop payé, des fois il faut savoir travailler avec des clients qui peuvent t'apporter quelque chose pour plus tard. Et moi ça je le fais encore, figure-toi. Ouais. Moi des fois j'achète des missions qui ne sont pas bien payées, mais c'est prestigieux pour moi en fait. Donc je le Ouais. fais. Et en fait c'est un calcul dans sa tête, c'est une stratégie aussi, hein, C'est voilà, de ça. vente. Tu sais que c'est pas bien payé, mais tant pis, tu le fais à fond. Tu le Ouais. fais bien, les gens ils sont contents, ils sont satisfaits, et toi tu utilises le logo ensuite dans tes documents Exactement. et tu C'est vraiment l'expliques. ça. Ouais. Et c'est une stratégie que je fais toujours, j'ai pas peur de le dire, hein, et de le faire. Il y Ouais, a ouais. beaucoup de freelances qui disent non, moi je prends plus
les petites missions, ça m'intéresse pas, gna gna. Mais je pense qu'il n'y a pas de petits clients ou quoi. Il y a des gros clients qui payent petit, mais qui sont très intéressants, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est Ouais. un calcul à faire. Le seul truc, c'est qu'il faut pas se retrouver enfermé dans ça, c'est-à-dire Oui. accepter quelque chose qui va te prendre énormément de temps Ouais. sur une durée très longue et où du coup tu t'es engagé dans quelque chose et au final ça te bloque sur la durée. Mais si c'est sur des missions plus ponctuelles ou c'est ça. Si ça dure là, un mois, 2 ça vaut le mois, coup. Ouais, voilà, 1 mois, 2 mois, bon, c'est un peu de boulot quand même, mais derrière, ce que ça génère, c'est beau pour ton business pour les années à venir, donc c'est super, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a la notoriété que tu peux gagner avec une marque qui est connue sur ton secteur, par exemple. Et puis, il y a aussi, que moi je garde en tête, hein, le fait de, par exemple, travailler avec des agences. Je critique parce qu'effectivement, il y a eu il y a eu vraiment des abus. Et je parle pas toutes, hein, évidemment, mais il y a eu des gros abus, moi, je trouve, dans la façon dont les freelances sont payés. Et puis surtout, c'est soi-disant caché parce que t'es freelance, mais il faut pas que tu le dises et t'as le mail de la boîte, mais t'es payé au lance-pierre. Mais après, moi, j'ai énormément appris aussi à travailler avec des agences parce que en tant que freelance, bah, du coup, tu te retrouves à travailler avec d'autres personnes, avec des process qui sont cadrés, qui sont des process d'agence. Et puis, bah, quelque part, en tant que freelance, on se retrouve aussi quand même en concurrence avec des agences. Donc, il faut connaître aussi quelque part ton concurrent pour avoir l'argumentaire derrière, hein, pour pouvoir éventuellement le contrer. Parce que c'est vrai que moi, c'est un argument que j'ai déjà utilisé de dire, attendez, vous avez soit moi, soit une agence. Ok, l'agence, je sais comment ça va se passer, ils vont bosser comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Voilà. Et après, c'est pas dénigrer l'agence, c'est juste, on n'a pas les mêmes process. Moi, je suis toute seule. Effectivement, l'agence, elle aura beaucoup plus de personnes avec des compétences complémentaires. Donc, en fonction des missions, c'est sûrement plus intéressant pour le client de travailler qu'une agence. Et il y en a où moi, j'arrive à dire, bah, dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut mieux bosser avec moi parce que je suis toute seule et que vous n'avez pas besoin de plus et que je vais vous apporter un truc aux petits oignons plus que le ferait peut-être une agence, quoi. Donc, c'est intéressant aussi hein, de voir un peu comment ça se passe chez les autres pour apprendre et puis pour comprendre, quoi. Ouais, c'est génial ce que tu dis, de connaître bien tes concurrents pour savoir ce que tu apportes en plus. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de CM freelance aujourd'hui, ils ont aucun recul, ils sont vraiment trop centrés sur eux-mêmes. Alors que quand tu vas voir un peu ce que font les agences, ce que proposent réellement les agences, tu te rends compte qu'en fait tu pourrais le faire toi aussi. Et parfois tu le fais mieux que les agences. Souvent elles n'ont pas de CM en interne, elles demandent à des freelances. Et les freelances, voilà, enfin, ils ont leur méthode de travail, mais bon, toi tu peux regarder, tu peux analyser en allant regarder ce qu'ils font, hein, chez leur marque, leurs références et tout ça. Et tu te rends compte des fois rapidement qu'en fait c'est du bullshit. Non, mais c'est sûr. Tu t'en rends compte, si tu as les bonnes méthodes d'analyse, tu le vois en fait. Et ça, c'est magique parce que tu te dis, ok, moi, voici ce que je peux proposer en plus. Et ça, à chaque nouveau client, à chaque nouveau prospect, bah, tu présentes ta méthodologie. Et comme tu dis, si tu es sûr dans ce que tu dis, si tu proposes un chemin qui est visualisable, mémorisable, que le client s'en souvient et peut en discuter autour de lui facilement, et bien ça le rassure déjà lui, immédiatement, il dit, ok, face à moi, j'ai une personne, un freelance, qui est logique, qui est cadré dans son mode de pensée, quoi, qui sait où il va, où on va aller avec lui. Ok, donc là c'est évident que oui, il va signer, quoi. Ouais. Ok, donc maintenant, là on va partir vraiment sur les problématiques que tu rencontres en community management. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème vraiment dans ton activité, quoi? Bah, les réseaux sociaux eux-mêmes, parce que franchement, on va parler de Facebook, hein, mais et puis même Instagram, enfin, ça reste quand même des vrais problèmes. Tu te demandes vraiment si chez eux, il n'y a pas un objectif quand même de développer des outils qui marchent pas et qui sont de pire en pire chaque année, parce qu'il y a quand même on est quand même dans ce truc-là, hein. Enfin, moi, j'hallucine le nombre de trucs qui marchent pas ou le nombre de trucs qui bloquent et tu sais pas comment le débloquer. Enfin, je comprends pas comment tu peux développer des outils aussi puissants et aussi pourris que ça, parce que c'est vraiment, il y a des fois où c'est grave, quoi, parce que t'as des trucs hyper importants, t'as des contrats en cours, t'as un live, là j'ai eu le cas il y a 3 jours, gros live de prévu et tout, et puis en fait, live bloqué, quoi. Donc pourquoi, tu sais pas.
Bon, Génial. bah voilà, tu sais pas, dernière minute, tu es obligé de prévenir tout le monde que finalement, bah, ce sera pas aujourd'hui. Et ouais, c'est assez dingue, quoi. Comment tu peux te retrouver avec une page qui est bloquée pendant des semaines sans savoir pourquoi et sans que ça stresse personne chez Facebook. Ou alors ton compte publicitaire qui est bloqué en plein début de saison. Moi, ça m'est arrivé une fois pour un client dans le tourisme. Au mois de mai, tu commences à sortir les gros budgets pour l'été. Et t'as même un chargé de compte parce qu'ils se rendent compte que là, t'as des gros budgets. Donc tout de suite, t'as quelqu'un qui vient en mode je suis là pour toi pendant 4 mois, je t'accompagne pour dépenser. Puis au bout d'un mois et demi, en fait, c'est bloqué. Et t'as personne, même ton chargé de compte disparaît. C'est vraiment ce qui s'est passé, hein, il a disparu. Il répondait plus aux mails, que dalle. Et puis là, bah, voilà, tu peux rien faire. Tu subis, mais c'est une perte. Ouais. C'est une perte pour l'entreprise qui peut être énorme, quoi. Et moi, en tant que freelance, je me retrouve à dire je sais pas, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et je pense que ça, c'est un gros problème parce que même si tu arrives à avoir le chat, même si tu arrives à avoir souvent des gens du service conciergerie et je ne sais quoi qui t'accompagnent, franchement, moi, ça a toujours été une catastrophe. Une fois, j'ai eu quelqu'un de bien. Et cette personne, évidemment, n'est plus chez Facebook. Mais vraiment, une fois, j'ai eu quelqu'un de bien. Et sinon, ça a toujours été horrible, quoi. Enfin, c'est pas de... Enfin, vu les budgets qu'on dépense, c'est assez dingue, je trouve. Donc ça, c'est le principal problème. Et puis après, bah, évidemment, les problèmes récurrents qui sont les problèmes d'algorithme. Donc tu passes ton temps à devoir produire toujours plus de contenu et toujours plus de contenu de qualité et c'est la surenchère des nouveaux formats. Toujours s'adapter, se poser des questions de est-ce qu'il faut aller ou pas sur TikTok, mais si on y va, ça va nous demander encore plus de boulot. Déjà qu'on a du mal à suivre le rythme sur Instagram avec les reels, les stories, les posts. Enfin, ça n'a plus aucun rapport en fait avec le travail de community manager d'il y a 10 ans, mais vraiment quoi. C'est avant on postait une belle photo ou un truc, un petit texte et bim quoi. C'était tout de suite plein de likes, plein de commentaires, c'était merveilleux quoi. T'avais l'impression vraiment de parler à des gens. Ouais. Et aujourd'hui pour avoir l'attention des gens, c'est un travail monumental quoi. Et ça c'est vrai que pour les petites entreprises, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, ou pour les entreprises qui se lancent, c'est compliqué quoi. C'est compliqué à expliquer, compliqué à intégrer aussi, et compliqué à mettre en place quoi. Ça demande du temps, ça demande des compétences, parce qu'en plus on se retrouve dans un truc où tu peux pas donner ça à n'importe qui. Il faut savoir bien écrire, il faut pas faire de fautes d'orthographe. Et ça, je suis désolée, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est très sûrement. Il y a plein d'anciens comme moi qui font plein de fautes aussi, mais je trouve franchement pour travailler pas mal avec des alternants, avec des stagiaires, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Franchement, je passe mon temps à corriger des fautes, quoi. Et ça, en fait, ça peut pas marcher sur les réseaux sociaux. T'as pas le droit à l'erreur. Et ça demande effectivement plein de compétences et plein de. Bah, il faut être tout le temps concentré et pas faire n'importe quoi parce que c'est l'image de l'entreprise, quoi. Donc t'improvises pas, quoi. Tu fais pas ça à la légère. Et souvent, il y a pas mal de community managers. Je dis pas mal parce que dans ce que je vois, dans les gens qui se lancent, parce que je fais pas mal de formations aussi, notamment enfin, en école de commerce ou un peu pro, et je vois des gens qui commencent le métier et qui ont tendance vraiment à se dire ok, moi je suis sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, je suis capable de le faire. Mais en fait, c'est des personnes qui, au début, n'ont pas du tout conscience de la complexité et de l'importance de ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux pour une marque. Parce qu'on peut aussi, on peut casser une image de marque en deux. Hein. Ouais. Il suffit de faire
une faute par texte, par post 2 fois par semaine, Ouais. en 15 jours, tu as la moitié de ta communauté qui va se dire ok, c'est quoi ce truc, quoi, c'est pas sérieux. Ouais. Voilà. Donc c'est très exigeant en fait. C'est vraiment ça qui est compliqué, et ce qui est compliqué, c'est de le faire comprendre parfois aux prospects, parce que tout le monde n'est pas conscient du fait que ce soit un travail chronophage, exigeant, et qui demande pas mal de compétences, quoi. C'est pas juste effectivement poster des petits charmes sur TikTok, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est clair. Sur ces deux grosses difficultés, je te rejoins totalement. Moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir un compte publicitaire bloqué en pleine campagne, une grosse campagne pour un gros client quand même. Ouais. Et genre, pendant 1 mois et demi, il se passe rien. C'est Ouais. bloqué. Moi, j'ai récupéré. Hein. J'ai récupéré au bout d'1 mois et demi, et puis on l'a fait le dernier mois ensuite, et puis voilà. Mais en plein milieu de la campagne, comme ça, tout à coup, ton compte est bloqué. Moi, je sais plus pourquoi c'était, j'en souviens plus, c'était il y a 2 ans. Mais en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, je peux pas dépendre que de Facebook, c'est pas possible. Il faut se diversifier absolument, parce que là, mais même le méta, la business suite, tout ça, pour créer des posts, putain, toutes les fois où les posts ont disparu, ils sont jamais créés. Enfin, ils sont jamais. Moi, j'utilise maintenant un outil tiers qui est très très bien, qui est très puissant, que j'aime beaucoup. C'est un outil qui est américain, qui est pas français, mais qui moi, j'ai totalement confiance. Ils sont hyper réactifs et tout. Ouais. Toi, tu utilises un outil tiers ou non? Tu es en direct? Alors, moi, je fais beaucoup en direct sur Facebook et sur Instagram. Je passe par le Creator Studio en général. Ouais, pour moi, c'est l'outil jusque-là, en plus, qui n'a pas trop changé ces 3 dernières années, contrairement à tout le reste. Donc, un peu fatiguée d'avoir des changements constants. Donc, pour le moment, je suis dessus. Je trouve qu'il y a tout ce que je veux. Et après, si j'utilise un outil tiers qui est AgoraPulse, qui je trouve est super bien foutu pour certains de mes clients, mais pas pour tous, parce que notamment moi j'ai pas mal de clients sur lesquels on communique en bilingue, et notamment sur Facebook il n'y a pas sur AgoraPulse cette possibilité d'avoir de pouvoir écrire en plusieurs langues. Donc voilà, c'est pas forcément hyper pratique, mais après c'est un outil que j'utilise beaucoup, surtout pour tout ce qui est rapport et pour la veille, parce que c'est génial. Mais sur les publications, sur la partie programmation, je passe vraiment essentiellement par les outils natifs, quoi, par les solutions natives. Moi, j'ai beaucoup utilisé AgoraPulse, et j'aime pas trop la partie publication, programmation. Je trouve que c'est pas du tout intuitif. Et l'outil dont je parlais tout à l'heure s'appelle FeedHive, genre la ruche qu'on nourrit, ou qui nourrit la ruche. Enfin, je sais pas trop comment le traduire, mais FeedHive, en tout cas, la partie publication, programmation, je la trouve très très simple à maîtriser. Et t'as toutes les fonctionnalités d'AgoraPulse, mais les rapports analytiques ne sont pas aussi avancés. Ils sont pas exportables pour le moment, ils vont l'être bientôt, mais en tout cas, c'est génial, parce que tu vois, si tu bosses avec des vidéastes, ils te filent la vidéo sur ton espace de travail dans l'outil, quoi. Et ensuite, toi, tu peux programmer sur TikTok, les shorts de YouTube, les Reels, tu vois. C'est génial. Il n'y a aucun outil il y a peu d'outils qui proposent ça actuellement, plus de faire de la modération, tout ça. Ils ont mis ça en place hyper vite, ils sont hyper réactifs, donc ça c'est bien. Moi, j'apprécie beaucoup cet outil, c'est celui où je donne accès dans la formation d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que les bugs, les changements d'algorithme, genre Instagram qui te dit on va tous aller sur Reels, et tout à coup, une semaine après, qui fait ah non, en fait, on va rester sur la photo. Et après, une semaine plus tard, qui dit bon, on va quand même aller sur les Reels, préparez-vous, on va créer un feed. Et là, tu te dis mais putain, t'en peux plus. Non, t'en peux plus. T'es là, mais Adam Mosseri, là. Prends une décision. Adam, calme-toi. Non mais vraiment, prends des vacances, quoi. T'as besoin de prendre un peu de recul, là. Ouais, c'est clair. Le gars, il nous fait. Tu sens qu'il est fébrile à cause de TikTok, et que ils sont dans la course. En fait, c'est infernal leur truc et leur délire, quoi. Et moi, je m'en souviens, en juin, il y a une agence qui est venue me voir, qui me fait est-ce que tu pourrais nous accompagner sur Instagram et tout ça. J'ai fait moi, je peux pas pour l'instant, parce que j'ai des clients en cours et tout. J'ai dit mais en novembre, je serai dispo.
c'est un peu loin quand même. Et Mmh. en novembre, je lui ai dit, en plus, on aura plus de news au niveau d'Instagram, parce que Ouais. là, c'est un peu l'enfer. Je lui ai dit ça en juin. Et là, quand je vois ce qui s'est passé cet été, je me dis, ok, Ah, t'as bien fait, ouais. j'ai bien fait de lui Ouais. dire que en novembre, j'espère que, voilà, en novembre, c'est dans 2 mois, je sais pas si ça sera vraiment fixé, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est hard de suivre avec tout ça, quoi. Ah, ouais, il faut tout le temps être en veille, tout le temps Ouais, faire des tests. Et c'est pour ça, tu vois, s'il y a, pareil, un conseil que je peux donner. Moi, honnêtement, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et le community management, j'en ai marre. Enfin, clairement, c'est-à-dire que le fait de... Quand je dis que j'en ai marre, c'est-à-dire que le fait de faire des posts, ça fait 10 ans que je fais ça. Et franchement, parfois, ça me fatigue. Je préférerais, tu vois, avoir la vision un peu plus derrière, stratégique, ligne éditoriale, voilà, plutôt gérer un peu les équipes qui vont faire le community management en lui-même. Mais je veux le garder. Alors pas forcément pour tous mes clients, moi, j'en fais de moins en moins, mais je veux au moins avoir un client pour qui je fais du community management parce que on peut pas en fait avoir une vraie vision de ce que c'est si on n'est que dans la stratégie ou que dans le conseil, tu vois. Il faut mm, mettre les mains dedans parce que tu t'en rends pas mm, compte en fait de ce que c'est tant que t'as ouais. pas posté, que t'as pas vu les bugs, que tu sais pas qu'en fait là ça y est c'est devenu en natif maintenant sur Ouais, Insta, sur ton ouais. ordinateur et tu vas sur le créateur aussi, mais en même Mm, temps les reels tu peux pas, faut que tu passes par ton téléphone. Enfin, tu te rends pas compte de tout ça en fait tant non, que t'as pas les mains dedans. Donc c'est hyper important de garder au moins un petit peu quoi pour ouais. pouvoir le vivre quoi. Et c'est là que tu peux donner des vrais conseils et savoir ce qu'il faut faire, comment faut le faire. Même les reels, hein, franchement les reels quand c'est arrivé, c'est quand même un monde à part. C'est genre le Mm, format, il vient de nulle part. Tu te demandes qui a ouais. eu l'idée de créer ce format. TikTok bien sûr, mais comment TikTok a eu l'idée de créer ce truc-là. Enfin, c'est c'est quand même très spécifique, tu vois, ça n'existait pas avant, ce type de vidéo-là, quoi. C'était Vine, mais Vine Ouais. qui s'est Mm. planté et TikTok qui Oui, est ça a arrivé été en un mode. cheminement qui Ouais, dure depuis des années et des ouais, années. ouais. Mais au final, quand c'est arrivé là sur TikTok et sur Instagram et qu'il a fallu vraiment s'y mettre, Mhm. quand t'as pas vraiment touché à ça avant, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi, quoi. C'est Ouais. ok, voilà, Bah, il faut des je compétences, retravaille tout, quoi. il faut des compétences vidéo très spécifiques, très, très fortes, très puissantes. Il Ouais, faut une capacité à se mettre en scène qui est hors du commun. Tu passes oui, en créateur de contenu, donc c'est un autre métier en fait, c'est un autre c'est boulot. ça, exactement. Et toi, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit un truc que je retiens et que ce sera le mot, le dernier truc du podcast. Je Ouais, pense que le plus important dans notre métier, c'est d'avoir des bonnes idées et d'être payé pour ces idées plutôt que pour la technique. ouais, La technique, tu pourras toujours la faire avec quelqu'un d'autre qui sera plus fort que toi, en plus en c'est vidéo, plus ça. avancé, car c'est son métier. Mais toi, si tu as l'idée, parce que tu connais bien la communauté de ton client, la stratégie est bonne, elle est bien posée, tout ça, tu comprends bien les enjeux, les objectifs et tout, tes idées, elles valent de l'or en vrai. Et Ouais, ça tu l'as que par la strat et voilà, et ensuite, ça, tu peux la mettre en place, quoi. ouais. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus important, hein. C'est vraiment aujourd'hui, en tant que CM, il faut avoir l'idée, quoi. Ouais, Ça, complètement. C'est la valeur ajoutée. ouais, Parce que tout le monde est capable de faire un post sur ouais, Facebook et sur Instagram. exactement. Mais le bon Les reels, post, ouais, c'est pas c'est gagné. ça, le bon Mm. post. Mais tu vois, les reels, ces vidéos, tu es en concurrence directe avec des vidéastes. Si tu commences à aller dessus et dire Ah, bien sûr, je bien sais sûr. faire des reels, et ben ouais, il y a plein de Ouais, vidéastes qui savent le faire, mais 10 fois mieux que toi et ouais, qui connaissent carrément. bien. Mm. Mais toi, tu sais quels reels il faut faire par rapport à ta communauté. Et ça, Mm. déjà, le vidéaste, c'est plus dur. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est top. Et ben écoute, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci à C'était toi. c'était vraiment intéressant Il jusqu'au y a bout. toujours tellement de choses à raconter sur ce sujet que... Ouais, exactement. Ouais. Et puis, donc, super. Ben, je suis vraiment content, en tout cas, que tu t'es raconté tout ça. C'était vraiment intéressant. Ouais, bon bah Et parfait, puis, tant ouais. mieux. Si ça peut aider ceux qui se lancent ou qui sont en reconversion, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Et puis surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un métier où il y a encore effectivement énormément de besoins. Donc, je pense que le métier de community manager est très loin d'être saturé, donc il y a de la place encore pour plein de monde. On n'est pas tous en concurrence parce qu'on a chacun, et c'est là où c'est intéressant d'avoir une spécialité, c'est que je pense qu'il y a de la place pour tous. Et voilà, il faut faire après les bons choix, mais en tout cas, il y a encore largement de quoi faire. Donc pour ceux qui se lancent ou qui sont
en reconversion. Bon courage. Merci. Voilà. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. À très vite pour un prochain épisode.